En 2021, grâce au concours financier de l'Agence de l'eau, les chambres régionales d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et d'Occitanie, en partenariat avec la DRAF, ont mené une étude socio-économique sur l'agriculture irriguée du bassin Adour-Garonne. Cette étude vise à mettre en lumière la place et le rôle de l'agriculture irriguée dans l'économie agricole et agroalimentaire du bassin, cela afin de contribuer aux réflexions et aux décisions en matière de politique publique, mais aussi de renforcer la connaissance et la communication sur l'irrigation. Cette étude est divisée en deux parties. La première étudie un certain nombre de bases de données à l'échelle du bassin Adour-Garonne pour quantifier l'enjeu socio-économique que représente l'irrigation et certaines filières clés particulièrement liées à cette pratique. La seconde partie s'attache à expliciter la place de l'irrigation au sein des exploitations agricoles et dans la dynamique des territoires. Cette partie a pris la forme de 5 diagnostics territoriaux, dont 4 ont été réalisés par des étudiants AgroParisTech en 2020 et 2021. Cette série de vidéos présente leurs résultats. Les territoires qui ont été étudiés sont les suivants. Ils ont été choisis pour refléter différentes facettes de l'agriculture irriguée du bassin et pour en présenter divers enjeux. Il s'agit du diagnostic agraire du bassin, des bassins versants de la Midouze et de la Douze Aval. Tu décriras la zone. Juste un petit mot d'introduction. Donc, ça a été avec l'institution Adour et la Chambre d'agriculture des Landes qui t'ont accueilli. J'ai encadré de loin, depuis Niort, ton stage. Quand on arrive, on voit une forêt et tu as décortiqué à partir de l'histoire et de la situation actuelle, une situation pour des gens qui ne connaissent pas absolument passionnante, très riche d'enseignements. Donc, je ne vais pas en dire plus, je te laisse présenter ta zone et les résultats. Donc, bonjour à tous, merci d'être présents donc, pour cette présentation. Je vais donc présenter aujourd'hui mon diagnostic agraire que j'ai réalisé dans les Landes de Gascogne sur la problématique des enjeux socio-économiques de l'agriculture irriguée dans cette zone. Donc, les Landes de Gascogne, c'est une zone qui a été choisie parce qu'elle a des problématiques particulières concernant l'irrigation. C'est une zone où la quasi-totalité des exploitations irriguent la quasi-totalité de leur surface. Et donc, avec un système d'irrigation qui est une irrigation individuelle via des forages. Le diagnostic agraire, l'objectif, c'est de comprendre l'état actuel de l'agriculture et ses enjeux, en fait, via l'étude du milieu, donc de la géologie, du climat, de l'hydrographie et du paysage, à l'aide de cartes et de la bibliographie et de sorties sur le terrain. Également à l'aide de l'histoire agricole, donc via des enquêtes auprès d'exploitants retraités notamment, et aussi un peu de bibliographie. Donc moi, j'ai enquêté à peu près 35 exploitants retraités. Et donc enfin, la dernière étape de cette étude, c'est l'étude des principaux types d'exploitation qui existent aujourd'hui, en lien avec leur évolution historique et en lien avec leur milieu, et une modélisation de ces systèmes de production sur le plan technique et sur le plan économique pour ensuite pouvoir analyser les résultats économiques. Donc, ma zone d'étude, c'est donc les Landes de Gascogne, qui est une région naturelle située à cheval sur 3 départements, le département des Landes, le département de la Gironde et puis le département du Lot-et-Garonne. C'est un vaste plateau qui est recouvert par des sables éoliens en majeure partie et qui est entaillé donc par des cours d'eau qui se jettent au nord dans la Garonne et au sud dans l'Adour. Comme on peut le voir donc, sur cette carte IGN, ma zone d'étude, donc, qui est à la bordure sud-est des Landes de Gascogne, elle est majoritairement recouverte par la forêt des Landes, qui est donc une forêt de pins maritimes qui est plantée et exploitée pour la production de bois et pour la papeterie. Donc, sur ma zone d'étude, on a seulement 15% de SAU, ce qui explique, comme l'a annoncé Franck en introduction, que ma zone d'étude est particulièrement large, particulièrement vaste, plus de 1400 km², pour pouvoir avoir un échantillon d'exploitation représentatif, significatif, donc c'est-à-dire environ 250 exploitations irrigantes d'après le registre d'Irrigadour,
et qui représente 99% des exploitations, puisque comme je l'ai dit, quasiment tout le monde irrigue dans ma zone d'étude. Et donc, comme l'a également déjà dit Franck, c'est une zone d'étude qui recouvre deux bassins, le bassin de la Douze et puis le bassin de la Midouze. Si on parle un petit peu géologie, donc les Landes de Gascogne, ça fait partie du bassin aquitain, qui est donc un bassin sédimentaire qui a été comblé par des sédiments marins et des sédiments continentaux. Dans les Landes de Gascogne, au tertiaire, vont se déposer des sédiments marins et des sédiments continentaux donc, qui vont provenir des Pyrénées et du Massif central. Et au quaternaire, ces sédiments vont être recouverts par une couche de sable des Landes, couche donc de sable éolien, issue donc de la dernière période glaciaire. Et donc, dans ma zone d'étude, à l'affleurement, les substrats sont surtout des substrats du tertiaire, donc des sédiments continentaux majoritairement, et des substrats qui sont majoritairement sableux ou sablo-argileux. Et la proportion d'argile dans ces substrats va déterminer en fait la densité du réseau hydrographique. Si on prend un exemple, au nord de ma zone d'étude, donc sur la zone qui est en bleu sur la carte géologique et qui correspond donc au substrat des sables d'Aunès. C'est un substrat qui est sableux et donc qui est très perméable, ce qui fait que le réseau hydrographique va être peu dense et les interfluves vont être particulièrement larges, entre 15 et 20 km. Alors qu'à l'est, on a des substrats qui sont argileux, c'est les glaises bigarrées, ou sablo-argileux, les sables fauves. Et donc, on va avoir un réseau hydrographique qui va être plus dense et des interfluves beaucoup plus restreints, 3 à 5 km à peu près. Au niveau des sols, donc, ce sont des sols sableux qui reposent sur un horizon argileux, ce qui fait qu'on a donc une nappe phréatique de surface qui donc d'une profondeur de 0 à 130 mètres. Et donc, cette nappe phréatique, donc, qu'on appelle nappe des sables, elle est rechargée par les précipitations. Les Landes de Gascogne, c'est donc un climat océanique, avec des précipitations abondantes entre l'automne et le printemps, à peu près entre 800 et 1000 mm de précipitations par an. Et une autre caractéristique donc, des Landes de Gascogne, c'est le mauvais drainage, je pense que je ne vous apprends rien. Le mauvais drainage donc, qui est dû à la faible pente du plateau, du plateau des Landes de Gascogne, et aussi donc, à la largeur de ces interfluves qui fait que les précipitations sont difficilement drainées par les cours d'eau. Une autre caractéristique de cette nappe phréatique, c'est que plus on s'éloigne de la vallée, et plus la nappe phréatique va être proche de la surface. Et ces variations de niveau en fonction des précipitations vont accélérer un phénomène de pozolisation des sols, c'est-à-dire de lessivage des sols. Et ça va donner donc naissance à 3 types de milieux. Au plus proche du cours d'eau, donc de la vallée, c'est là que la nappe phréatique va être la plus profonde. Donc, c'est les zones qui vont bénéficier du meilleur drainage. Les sols vont être relativement peu impactés par ce phénomène de pozolisation. On va avoir des sables qui vont être acides, pauvres en matière organique et avec une très faible réserve utile. Au contraire, au cœur des interfluves, c'est là que la nappe est la plus proche de la surface. Et en fonction des précipitations, elle va même inonder les sols à certaines périodes de l'année. Et donc, on va avoir un milieu qui est relativement anoxique, avec une faible décomposition de la matière organique. Et donc, des sables qui vont être aussi acides, plus riches en matière organique, avec une réserve utile qui reste très faible. Donc, on en arrive donc à la définition de 3 sous-régions dans ma zone d'étude, en fonction de la largeur des interfluves et en fonction des types de landes qui sont présentes dans chaque région. Donc au nord, comme je l'ai expliqué, un substrat qui est sableux et des interfluves qui sont très larges. On va avoir les 3 types de landes, la lande sèche, la lande mésophile et surtout la lande humide, donc avec ces sols beaucoup plus riches. À l'est, au contraire, où on a les interfluves les plus réduits, comme je l'ai dit, on a seulement 2 types de landes, la lande sèche et la lande mésophile, avec des sols très pauvres en matière organique et donc avec une faible réserve utile. Et à l'ouest, c'est une zone un peu intermédiaire, avec des interfluves qui restent larges, entre 8 et 10 km,
et les 3 types de landes, lande sèche, lande mésophile et lande humide, mais moins de lande humide que dans la zone au nord, donc que dans la Haute-Lande. Donc pour en arriver donc, à l'histoire agricole de la zone, donc, je suis revenue au 19e siècle pour comprendre un petit peu la transformation de ces landes de Gascogne et donc jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'au milieu du 19e siècle, on avait un paysage dans les landes de Gascogne qui était très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que le cœur des interfluves, où j'ai dit que la nappe elle était très proche de la surface et où les sols sont inondés une partie de l'année, c'est une zone qui n'était pas exploitée à l'époque, pas exploitée par l'homme, et donc qui était laissée en lande rase, cette lande rase, elle appartenait aux communes, et donc ça représentait la majeure partie de la surface des landes de Gascogne, c'est-à-dire 650 000 hectares sur les 1 million d'hectares que font à peu près les landes de Gascogne. L'habitat, lui, il s'est concentré dans les zones où le drainage naturel est meilleur, c'est-à-dire proche des vallées. Les exploitations agricoles, elles avaient entre 3 et 5 hectares de terres labourables sur des sols pauvres et acides et qu'il fallait donc fertiliser. C'est pour ça que donc, chaque exploitation avait un troupeau de moutons qui allait pâturer donc, dans la lande rase et qui était parqué la nuit dans des bergeries, ce qui permettait de récupérer du fumier pour aller fertiliser les terres labourables. Et donc, comme je l'ai dit, les sols étaient acides avec un complexe argilo-humique très peu présent, ce qui fait qu'il fallait le fumier de 20 à 30 brebis pour fertiliser 1 hectare de terre labourable. Et donc, pour 3 à 5 hectares de terre labourable, ça veut dire un troupeau de 60 à 150 brebis par exploitation qui devait pâturer 60 à 150 hectares de lande. À partir du milieu du 19e siècle, ce système agropastoral entre en crise du fait des lois créées par Napoléon III, donc les lois de 1857 et de 1860 qui obligent les communes des Landes de Gascogne à assainir leurs landes communales et à les mettre en valeur. Les communes des Landes de Gascogne, à l'époque, elles avaient entre 10 et 15 000 hectares de landes communales en propriété. Et donc, elles n'ont pas eu les moyens d'assainir toute cette surface de landes communales et ont donc vendu tout ou partie de leur lande communale à des propriétaires fonciers, locaux ou extérieurs à la région, qui ont créé donc des fossés d'assainissement et ont planté les landes communales progressivement donc, en pins maritimes. Donc c'est comme ça qu'est née donc, la forêt des Landes de Gascogne. On peut voir donc, sur la carte l'évolution progressive donc, de la plantation du boisement des Landes de Gascogne, qui est quand même très rapide. Et donc cette forêt des Landes de Gascogne, elle était à l'époque exploitée en majorité pour la résine, qu'on appelle la gemme, et elle était exploitée par ce qu'on appelle les métayers-gemmeurs, c'est-à-dire les métayers des propriétaires fonciers qui réalisaient à la fois une activité agricole et puis cette activité de gémage, c'est-à-dire de récolte de la résine de pin. En conséquence, pour le système agropastoral, c'est la diminution progressive des surfaces de landes, donc la diminution de la surface pâturable par le cheptel ovin, et donc un cheptel ovin qui va s'effondrer. Et par contre, ce cheptel ovin il va être remplacé par un cheptel bovin qui va pâturer dans les sous-bois. Ce qui nous amène donc dans les années 1940 à retrouver donc des exploitations en polyculture élevage, la majorité étant des métairies, qui appartenaient donc à ces propriétaires fonciers qui avaient plusieurs métairies et plusieurs milliers d'hectares de forêt. Le gémage, c'était la source principale de revenus de ces métairies. Donc, à côté de ça, il y avait donc toujours 3 à 5 hectares de terres labourables, cultivées en seigle ou en maïs, selon la rotation, 2 ans de seigle avec une culture fourragère dérobée et 1 an de maïs. Le seigle, il servait donc à faire la farine pour le pain et donc pour l'alimentation humaine. Les cultures fourragères permettaient de compléter l'alimentation donc des vaches laitières en hiver, et le maïs était dédié à la basse-cour et au porc. À côté de ça, on avait 4 à 5 hectares de prairies qui étaient surtout donc en fond de vallée,
sur les sols humides qui permettaient une pousse de l'herbe tout au long de l'année, donc qui permettait de faucher ces prairies 1 à 2 fois par an. Et donc, c'était des exploitations qui, à l'époque, étaient en traction attelée, donc avec des outils en traction attelée, notamment une charrue Brabant, une herse, moissonneuse-lieuse. Donc, on arrive à la première période. Donc, il faut savoir qu'entre 1939 et 1949, la Haute-Lande a été touchée par des incendies de grande ampleur qui ont détruit 400 000 hectares de forêt, de la forêt des Landes, ce qui a abouti donc à des politiques de création de parcelles agricoles par feu, et que ces politiques de création de parcelles agricoles par feu ont permis l'installation d'agriculteurs extérieurs à la région. Donc, dans un premier temps, des agriculteurs du bassin parisien dans les années 50 qui se sont installés sur des grands domaines au cœur des interfluves de plusieurs centaines d'hectares. Et dans les années 60, ça va être des rapatriés d'Afrique du Nord qui vont s'installer sur des lots de 50 à 60 hectares, toujours au cœur des interfluves. Et donc, ça va être les premiers agriculteurs à mettre en valeur ces interfluves par l'agriculture. Et pour ce faire, il va falloir donc drainer les sols et les amender. Mais en contrepartie, comme je l'ai expliqué au début, ce sont les meilleurs sols des Landes puisque ce sont les sols les plus riches en matière organique. À côté de ça, on a un fort exode rural des métayers sous l'influence des propriétaires fonciers qui progressivement n'ont plus besoin de leur métayer gémeur pour l'exploitation de la forêt puisque la forêt va être convertie vers de la production de bois plutôt que la production de résine. Et cet exode rural, il est aussi aidé par les aides de l'État et notamment l'indemnité viagère de départ qui facilite donc le départ à la retraite des exploitants et les enfants qui vont préférer aller travailler à l'usine que reprendre la métairie. Donc entre les années 50 et 70, c'est 90% des métairies qui vont progressivement disparaître. Et donc pour les exploitations qui subsistent, la révolution agricole dans les années 50 amène donc les petits tracteurs américains de 20 à 30 chevaux qui permettent de diminuer le temps de travail par hectare et donc d'augmenter la surface cultivable par actif et donc qui permet un agrandissement des exploitations. Et en parallèle, face à la baisse des prix des produits agricoles, on va avoir une recherche de valeur ajoutée avec des productions comme les poulets jaunes des Landes ou les asperges. Entre les années 1965 et 1975, donc on a la fin des contrats de métayage et donc le passage au fermage pour la majorité des métairies qui n'ont pas abandonné leur activité. Et on a également parallèlement la fin de l'activité de gémage, comme je l'ai expliqué, puisque la forêt se convertit de plus en plus vers la production de bois. Et donc ces métairies qui sont passées au fermage, elles vont pouvoir capitaliser grâce à 2 productions. Donc d'une part les poulets jaunes des Landes, qui sont d'une production qui demande relativement peu d'investissement, puisque l'investissement majoritaire, c'est donc dans les petites cabanes mobiles. Et donc la deuxième source de capitalisation, c'est la culture d'asperges, qui demande également peu d'investissement en capital, mais un temps de travail important, notamment lors de la récolte. La révolution agricole, elle se poursuit, avec notamment les engrais, les désherbants chimiques et les nouvelles variétés de maïs hybrides qui donc permettent l'augmentation des rendements en maïs et la diminution du temps de travail sur la culture du maïs. Et ça se traduit dans la région par l'abandon progressif du seigle, dont j'avais dit qu'il prenait 2/3 de l'assolement dans les années 40 et qui va progressivement prendre une part de plus en plus faible de l'assolement, alors que le maïs va voir son importance augmenter. Ce qui est aussi important de noter donc, dans cette période, c'est la première mise en place de systèmes d'irrigation, notamment dans les exploitations des rapatriés et dans les exploitations qui étaient en faire-valoir direct et qui ont mis en place l'irrigation, alors soit par forage, soit par pompage dans des cours d'eau, et avec un matériel qui sont les couvertures totales et les enrouleurs.
Donc la période suivante, c'est donc la période des années 1975 à 1990 qui va marquer un tournant pour la région, du fait de trois événements qui sont plus ou moins connectés, c'est-à-dire dans un premier temps la généralisation de l'irrigation, également le défrichement des interfluves, donc défrichement de parcelles forestières pour les mettre en valeur via l'agriculture, et enfin l'arrivée de cultures sous contrat. Donc si on s'intéresse déjà à l'irrigation, donc qui va se généraliser du fait donc de cette spécialisation au maïs qui a commencé à la période précédente et qui se poursuit pendant cette période, et qui fait qu'avec les faibles réserves utiles des sols, l'eau devient un facteur limitant, et donc les exploitations pour passer outre ce facteur limitant vont mettre en place l'irrigation, donc avec des forages et avec des couvertures intégrales ou des enrouleurs. Par ailleurs, face à l'exode rural dont j'ai expliqué entre les années 50 et 70, les communes vont mettre en place des politiques de maintien de l'activité agricole en louant des parcelles forestières au cœur des interfluves aux agriculteurs pour qu'ils les défrichent et pour qu'ils les mettent en valeur. Donc c'est là que les trois sous-régions vont commencer à se différencier, c'est-à-dire que dans les petites landes où les interfluves sont réduits, on va avoir peu de surfaces qui vont être défrichées, et donc les exploitations vont avoir moins de possibilités de s'agrandir via ces défrichements par rapport aux deux autres sous-régions. Et enfin, donc, le troisième événement, donc, c'est l'arrivée des contrats de maïs-semence à la fin des années 70, qui bénéficient de l'avantage de ces parcelles donc, naturellement isolées au milieu de la forêt. Et donc le maïs-semence qui va être préférentiellement installé donc, sur ces parcelles défrichées. Et dans les années 80, c'est ensuite le maïs doux qui va également être installé sur les parcelles défrichées qui ont les meilleurs sols donc, des Landes de Gascogne, et donc qui vont permettre de bons rendements sur le maïs doux. Et donc ça se traduit donc par un agrandissement généralisé des exploitations, donc majoritairement par défrichement. Et donc pour les exploitations qui ont accédé à suffisamment de surface, une spécialisation dans les grandes cultures. Entre 90 et 2005, donc en 1992, donc d'une part il y a la loi sur l'eau avec la mise en place de quotas d'eau basés sur les prélèvements déclarés par les exploitations, ce qui fait qu'on va avoir à partir des années 90 une gestion plus minutieuse de la consommation d'eau, avec notamment des équipements qui permettent donc d'améliorer cette gestion, par exemple les pivots, les tensiomètres aussi, et d'autre part la PAC et la diminution des prix garantis européens donc, pour le maïs, qui vont être partiellement remplacés par les aides couplées, c'est cette diminution des prix, mais donc, qui va quand même se traduire par une baisse des prix pour le maïs. Donc les exploitations vont progressivement faire de plus en plus de cultures sous contrat qui sont mieux rémunérées que le maïs conso. Et dans les années 90, on a la diversification de ces cultures sous contrat avec notamment les cultures de petits pois, de haricots verts et de carottes, qui permettent d'augmenter la valeur ajoutée générée par hectare. Donc entre 1990 et 2005, l'agrandissement des exploitations se poursuit et la spécialisation des exploitations se poursuit, donc avec des exploitations qui sont soit en élevage quand elles sont sur une petite surface, ou alors qui se spécialisent en grande culture quand elles ont suffisamment de surface, et avec donc des cultures contractuelles, donc soit des cultures semencières, soit des cultures légumières. Et enfin, donc, dernière période, entre 2005 et 2020, donc la période la plus récente. En 2004, ce qu'il faut noter, c'est que la charte des bonnes pratiques de défrichement dans les Landes de Gascogne met en place une interdiction de défricher dans les communes ayant un taux de boisement de moins de 70%, ce qui fait qu'on va avoir une cristallisation du parcellaire forestier et agricole. Et donc à partir de 2005, les exploitations ne vont plus s'agrandir via les défrichements, mais plutôt par reprise de terre. La baisse des prix du maïs se poursuit dans les années 2000 et dans les années 2010, et se traduit par une diminution de la part du maïs conso dans l'assolement au profit donc, des cultures sous contrat.
Donc c'est en fait une poursuite du mouvement qui avait commencé dans la période précédente. À partir de 2010, on a un essor du bio, notamment dans les petites exploitations en difficulté qui cherchent à générer plus de valeur ajoutée, mais qui font face donc à l'obstacle du problème de gestion des adventices qui demande une mécanisation importante et beaucoup de passages pour gérer donc, ces adventices. Et donc le bio ne va finalement pas trop prendre dans cette région et va surtout se limiter à des exploitations qui ont des grandes surfaces et beaucoup de matériel et qui vont donc pouvoir gérer ce problème d'adventice avec la mécanisation. En 2014, donc la réforme de la PAC de 2014, dans la région va mettre en place une obligation de couverts hivernaux pour la diversification donc, des assolements et d'autre part la convergence des aides de la PAC, puisque donc, avant les aides couplées à la production étaient relativement élevées, notamment pour les cultures irriguées. Et donc avec la convergence des aides de la PAC, on a une forte diminution du montant d'aide pour les exploitations. Et dernier point, donc c'est en 2013 la création de l'OUGC Irrigadour et la mise en place donc, de volumes d'eau dédiés à l'irrigation par bassin et donc une harmonisation des quotas pour les exploitations et l'impossibilité de créer de nouveaux quotas à partir de 2013. Donc si on regarde un petit peu ces graphiques, on voit que donc on a une forte diminution du nombre d'exploitations dans les Landes de Gascogne et dans les 3 régions, même si donc en Haute-Lande, les exploitations se sont un peu mieux maintenues. Et ce qui est aussi intéressant de regarder pour la SAU, c'est qu'on voit bien notamment pour la Haute-Lande cette augmentation de la SAU qui est notamment liée au défrichement jusqu'aux années 90 et ensuite un maintien à peu près de la SAU depuis. Et donc on se retrouve aujourd'hui donc avec des exploitations qui sont soit des exploitations entre 50 et 100 hectares avec de l'élevage, donc de l'élevage de poulets jaunes des Landes en liberté ou de l'élevage de canards prêts à gaver. De l'autre côté, des exploitations en grande culture avec des surfaces très diversifiées, entre 100 et 1000 hectares pour les plus grandes, et une forte proportion donc, de culture contractuelle dans l'assolement. Donc, je vais vous présenter maintenant les exploitations actuelles et puis l'analyse économique que j'ai pu faire à partir des 35 exploitations que j'ai enquêtées. Donc, pour refaire le point sur l'irrigation dans la zone d'étude, depuis la création d'Irrigadour en 2013, chaque bassin s'est vu, comme je l'ai dit, attribuer un volume d'eau dédié à l'irrigation, qui est ensuite divisé par la surface irriguée pour obtenir un quota à l'hectare, donc qui est le même pour tout le monde. Dans le bassin de la 12, pour moi, c'est 3600 mètres cubes par hectare et pour la mi-12, c'est 3200 mètres cubes par hectare. Comme j'ai expliqué, on a une irrigation qui est quasiment exclusivement individuelle avec des forages superficiels ou profonds et 80 à 100% de la SAU des exploitations est irriguée. Du côté du matériel d'irrigation, c'est essentiellement des pivots de 1 à 15 travées et avec des couvertures intégrales en coin de parcelle et des enrouleurs sur les petites parcelles qui sont mal adaptées aux pivots. Donc, si on revient sur l'échantillon enquêté, donc, j'ai enquêté donc, 35 exploitations, en majorité donc, des exploitations en grande culture, donc à peu près 50%, à peu près 40% d'exploitations en aviculture, donc des exploitations qui font de l'élevage de poulets ou de canards prêts à gaver. Et également, à la marge, j'ai enquêté 2 exploitations qui faisaient donc, des ovins en viande, une exploitation en maraîchage et une exploitation en vache allaitante, mais qui était en conversion vers du poulet bio. Et donc, si on compare avec le RGA 2010, on voit que finalement, c'est un échantillon qui est assez représentatif de toutes les exploitations qui sont présentes dans la zone d'étude, puisque c'est effectivement surtout des exploitations en grande culture ou en aviculture. Donc, si je réexplique un petit peu la méthodologie des calculs économiques que j'ai fait. Donc, en gros, les indicateurs économiques qui sont utilisés, ça va être le produit brut, la valeur ajoutée nette et les revenus agricoles. Et sachant que la valeur ajoutée nette, elle est
calculées à partir du produit brut duquel on déduit les consommations intermédiaires, par exemple donc les charges de semences, d'engrais, de phytosanitaires, de carburant, de comptabilité, donc tout ce qui est charge de structure. Et on enlève aussi, on déduit également les dépréciations du capital qui ne sont pas égales à un amortissement comptable, mais qui sont en fait une prise en compte donc, de la dépréciation du matériel sur toute la durée de l'utilisation. Et donc, pour obtenir le revenu agricole, on prend cette valeur ajoutée nette de laquelle on déduit les fermages et les taxes foncières, les intérêts, les charges sociales et les salaires, et on rajoute donc les subventions qui correspondent majoritairement pour les exploitations donc au DPB avec donc la part de paiement vert. Voilà. Donc, si on regarde un petit peu ce graphique qui est donc la valeur ajoutée brute par hectare générée par mètre cube d'eau d'irrigation. Donc, en gros, j'ai pris la valeur ajoutée brute par hectare de chaque culture que j'ai divisée donc par la quantité d'eau d'irrigation pour chaque culture. Donc, on voit que le maïs conso, c'est finalement la culture qui génère le moins de valeur ajoutée brute par mètre cube d'irrigation. C'est la culture qui, de toute manière, génère le moins de valeur ajoutée brute dans la zone d'étude par rapport aux autres cultures contractuelles. Et donc, en haut de la liste, on a plutôt le maïs semence qui est particulièrement rémunérateur, notamment du fait aussi de la castration qui demande beaucoup de main-d'œuvre. Et donc là, on a, j'ai voulu montrer, j'ai voulu donc comparer les différentes valeurs ajoutées brutes de chaque culture et les comparer également aux activités d'élevage. Donc de nouveau, on peut voir que le maïs conso est la culture qui génère le moins de valeur ajoutée brute par rapport aux autres cultures sous contrat. Et on voit également que les activités d'élevage génèrent un produit brut donc élevé qui est en grande partie consommé donc, par les consommations intermédiaires, notamment les charges d'alimentation. Ce qui fait qu'en termes de valeur ajoutée brute, donc de marge brute si on veut, les poulets et les canards sont un peu au même niveau que des cultures sous contrat comme le haricot vert, pour lequel on fait 2 cycles dans la zone d'étude, ou le maïs semence. Et donc, si on compare un peu les différents systèmes, donc, on a 2 systèmes en élevage de canards avec des gammes de superficies différentes. On a 4 systèmes en élevage de poulets avec également des superficies, des gammes de superficies différentes, donc de 40 hectares à 200 hectares. Et ensuite, c'est des systèmes en grande culture, donc avec en général une combinaison de cultures sous contrat, donc maïs semence, maïs doux, légumes verts en majorité. Puis on a un système en grande culture qui fait aussi des asperges, qui est une culture particulièrement rémunératrice. Et donc ce qu'on constate, c'est que c'est les systèmes, c'est surtout les systèmes d'élevage qui génèrent la meilleure valeur ajoutée nette par hectare. Donc en particulier les systèmes d'élevage de canards. Et donc le système qui produit donc des asperges se distingue aussi des autres systèmes en grande culture, puisque comme j'ai dit, les asperges permettent de générer une valeur ajoutée nette qui est largement supérieure, par exemple, à celle du maïs semence. Donc sur ce graphique, j'ai cherché à comparer la valeur ajoutée nette générée par actif en fonction de la superficie par actif. Et on a donc 4 groupes de systèmes, 4 grands groupes. Donc le premier groupe en haut à gauche, donc avec les 4 systèmes, donc c'est 2 systèmes d'élevage de canards et 2 systèmes d'élevage de poulets. Donc l'élevage permet de générer une valeur ajoutée importante, et c'est des systèmes donc, qui sont sur des superficies limitées. Ensuite, le deuxième groupe, c'est des systèmes qui ont des cultures à très haute valeur ajoutée, comme la culture d'asperges, et qui se traduit donc par un besoin de main-d'œuvre important et donc par une superficie par hectare très faible par rapport aux autres systèmes. Le troisième système au centre, c'est donc des exploitations en grande culture avec une combinaison de cultures sous contrat. Une valeur ajoutée
générée qui est moyenne, puisqu'on a des cultures sous contrat comme le maïs doux, maïs wapsi, un peu de maïs semence, mais qui ne génèrent pas une valeur ajoutée extrêmement importante. Et donc une superficie par actif relativement limitée. Et le dernier groupe, c'est donc des systèmes également en grande culture, mais avec peu d'actifs par hectare. Donc le premier cas, c'est un système entre 100 et 110 hectares, avec un seul actif, et donc un actif qui cherche à pouvoir donc réaliser tout le travail lui-même. Donc, ce qui fait que donc on a une superficie importante et donc des cultures sous contrat qui vont être choisies en fonction du temps de travail nécessaire. Donc, surtout des cultures peu demandeuses en travail comme le maïs wapsi, le maïs doux et très peu de cultures de maïs semence. Et le deuxième système, c'est les très grandes exploitations donc, qui vont être très mécanisées et ce qui explique donc que finalement elles ont peu d'actifs par hectare malgré des cultures de maïs semence sur plusieurs centaines d'hectares qui pourraient demander beaucoup de travail à l'hectare. Donc finalement, donc on a les revenus des différentes exploitations, sachant que donc là on voit bien que les systèmes qui produisent des asperges et les très grands systèmes de 700 à 1000 hectares sont les systèmes qui génèrent le plus de revenus. Il faut prendre quand même un peu ces chiffres avec des pincettes parce que c'est des résultats économiques qui vont être très différents des résultats comptables. Donc, en conclusion, ce qu'on peut dire sur l'irrigation, c'est que c'est une ressource primordiale pour cette zone d'étude, pour pouvoir cultiver dans les Landes de Gascogne. En effet, comme on l'a vu, les cultures dans les Landes de Gascogne, ce sont des cultures de printemps qui, à cause de la faible réserve utile des sols, nécessite d'être irrigué et on a des filières, une filière qui est très structurée par l'irrigation du fait de ces cultures sous contrat qui permettent de générer de la valeur ajoutée. On peut également dire que l'irrigation elle a permis de maintenir des exploitations qui ont des gammes de surface très diversifiées. Pour les grandes cultures, on a vu que ça allait de à peu près 100 hectares à plus de 1000 hectares. Donc, on a quand même une très grande gamme d'exploitations différentes. Et pour l'élevage, ça va de 40 hectares jusqu'à 100 hectares. Donc, on a quand même des relativement petites exploitations qui ont pu se maintenir, notamment grâce à l'irrigation et grâce à la valeur ajoutée générée par les cultures sous contrat. Du côté de la transmission, donc ce qui est ressorti beaucoup des enquêtes, c'est la difficulté des nouvelles installations à cause du capital à investir dans le foncier notamment, puisque un hectare, donc, c'est entre 10 et 15 000 euros dans les Landes de Gascogne. Donc, ce qui fait que des jeunes agriculteurs qui ont beaucoup de mal à s'installer et donc les surfaces les exploitations qui partent à la retraite vont plutôt bénéficier donc à des grandes exploitations qui vont encore s'agrandir. Merci beaucoup.